À l'heure où nous enregistrons, l'édition des Inrecuptibles accueille Assa Traoré comme rédactrice en chef. Sœur d'Adama Traoré, jeune homme mort il y a bientôt 3 ans lors d'un contrôle policier, Assa Traoré essaye inlassablement de faire entendre sa voix pour connaître les vraies raisons qui ont conduit à la mort de son frère. L'actualité récente nous prouve que les violences policières ou illégitimes, comme préfère les nommer le journaliste et réalisateur Marc Ball, continuent d'avoir cours, de briser des familles et des vies. L'histoire de Marie-Reine, à ce titre, est malheureusement exemplaire. Il y a 3 ans, sa vie a basculé une nuit où cette habitante d'Agen rentrait chez elle après une soirée passée chez un ami. Elle a été victime d'une agression violente par d'autres automobilistes dont elle comprendra plus tard qu'ils sont des policiers. Dans les médias, l'affaire est globalement traitée comme un fait divers banal, sauf dans l'Obs. On est allé la rencontrer à l'occasion d'une journée d'études police, justice, prison, les femmes face au système répressif, organisée en février dernier. Écoutez-la. Moi, j'habite seule. Je fais des CDD, je m'occupe de ma vie, de mes enfants. Et pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Je ne roule pas sur l'or, mais je ne m'en dis pas. Je n'avais pas besoin de ce que je n'ai pas. Et je ne sortais quasiment pas. Et puis, ce jour-là, je ne sais pas, j'ai fini par accepter d'aller manger chez un ami. Je me disais, voilà, bon. Et je rentrais. C'était les jours où il y avait Paul Naref à la télé. Et avec ma grande, on s'était envoyé des textos parce que les petits étaient chez leur père. Et la grande, elle m'a dit, tu viens, on va finir de regarder l'émission ensemble. Si tu veux, je mets sur pause. Moi, je prends ma voiture et je vais rentrer chez moi pour vite faire retrouver ma grande. Moi, je suis passée là, tranquille. Et à un moment donné, j'ai senti une voiture qui me suivait, quoi. D'ailleurs, je suis passée devant l'université d'Agen. Et au sorti du rond-point de l'université d'Agen, j'ai trouvé que la voiture était vraiment quand même oppressante, quoi. Ça me collait, mais moi, je me suis dit, Marie-Reine, continue ton chemin, quoi. Et je continuais de partir. Et c'est là où, à l'autre fait, elle me cognait quasiment, quoi. J'ai dit, mais pour moi, c'est des malades, quoi. Ça ne se fait pas de faire ça à quelqu'un. Et moi, tout est arrivé tellement vite. Elle a ouvert ma voiture. Limite, si je n'avais pas enlevé ma ceinture, elle m'aurait étranglé avec ma ceinture déjà. Et elle m'a tiré comme une bête, quoi. Elle m'a sorti de la voiture. J'ai reçu des coups, des injures, mais de partout. Et j'ai voulu m'échapper, quoi. Courir, je disais, ne me faites pas du mal. J'ai ma petite qui a que 5 ans, elle a besoin de moi, machin. Je la suppliais, quoi. Je disais... Non, elle m'a fait un croche-pied, je me suis effondrée et je me suis écroulée sur le goudron. C'est là où j'ai des cicatrices partout maintenant, sur les genoux. Et alors quand elle m'a arraché mon manteau, elle a vu que j'étais en mini-robe et bottes. Elle a dit en plus habillée comme une pute. Ah mais tu vas en chier. Je me disais mais venant d'une femme, comment elle peut parler comme ça, quoi. Et j'ai reçu des coups de partout. Elle m'a arraché mon tissage de derrière, mais je me reconnaissais même plus dans une glace. Ça rend fou, quoi, de ne plus se reconnaître soi-même. Jamais j'ai su que c'était des policiers. Jamais. Elle ne m'a pas demandé mes papiers. Elle ne m'a pas demandé, elle m'a pas dit ce qu'elle me reprochait. Moi, je demandais ce qu'elle me reprochait parce qu'on ne peut pas s'en prendre à quelqu'un comme ça. Je disais, qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me voulez autant de mal? Enfin, non, c'était ferme ta sale gueule, sale race. C'est tout ce que j'avais comme réponse, quoi. Et là, à un moment donné, j'étais au sol. Le nombre de coups que j'ai reçus, enfin, tous les jours, je me dis, je suis une survivante, quoi. J'aurais pu mourir, mais comme ça, mais en plus, personne n'aurait jamais su de quoi je suis morte. Ils allaient mettre de la drogue ou des choses dans ma voiture pour dire, oui, c'est une femme noire, séparée, seule, elle fait des boulots dans des usines. Elle avait tellement besoin d'argent qu'elle s'est foutue dans ça, quoi. Enfin, c'est noir, hein, ça, c'est concorde, hein. Enfin, d'après eux. Et alors, moi, j'étais au sol en recevant les coups, tout ça, là, les injures. J'ai entendu une voiture, c'est là où ils ont quand même appelé du renfort. Il y en a 3 qui sont arrivés encore et je les ai vus en tenue. Moi, je ne comprenais rien, quoi. Pour moi, tout se mélange tout de suite dans la tête. C'est un des policiers en tenue qui m'ont dit que la dame qui voulait me tuer tout à l'heure, c'était une policière. Et que c'était une policière de la BAC, c'est pour ça qu'elle n'avait pas de tenue.
Elle roulait dans une voiture noire banalisée. Et alors là, ils m'ont mis dans la voiture. Elle s'est assise à côté de moi, tout en reine, hein, la reine des neiges blanches, tout en mesurant tout le long pour arriver au commissariat. Et j'arrive, comme elle m'avait défiguré, j'avais ma robe qui était là, je lui ai supplié de descendre ma robe. J'ai dit, je ne vais pas sortir de la voiture comme ça, en ayant les fesses en l'air. J'ai dit, vous êtes une femme comme moi, vous pouvez quand même me faire ça, parce que j'avais les mains menottées derrière moi. Elle m'a dit, c'est très bien fait pour ta gueule, il ne fallait pas t'habiller comme une pute. Et ils m'ont fait souffler une première fois, parce que d'après eux, vu que j'étais dans cet état, ben, je suis noire, j'ai fumé, j'ai bu. Ils ont vu qu'il n'y avait rien. Ils m'ont refait encore souffler pour être sûr. Et ils n'ont rien vu. Et puis, il y a un policier de la PJ qui m'a regardé, qui m'a dit, mais moi, j'arrêtais pas de répéter. J'ai dit, parce qu'entre-temps, elle disait, oui, à peine on l'a arrêtée, elle s'est jetée, puisque ces gens, ces noirs, c'est des sauvages, quoi. Elle n'arrêtait pas de dire ça. J'ai dit, mais moi, je n'ai jamais su que c'était des noirs, quoi. Enfin, que c'était des policiers, pardon. Je me défendais avec ça, je le répétais sans cesse. Et alors, on me dit qu'il y a une commise d'office qui doit venir. Pour moi, dans ma tête, voilà, elle va venir, moi je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Elle va être de mon côté, quoi. Mais quand tu n'as jamais eu affaire à des choses comme ça, mais tu es naïve d'un point. Et l'autre, elle arrive, j'étais là, je tremblais, je pleurais. Elle me dit, de toute façon, il faut l'avouer hein, que vous avez bu. On va vous faire souffler, on va voir que vous avez bu. Je dis, mais madame, j'ai déjà soufflé 2 fois. Elle était étonnée. Elle a dit, mais c'est vrai. J'ai dit, oui, mais comment ça s'est fait? Pour elle, ce n'était pas possible d'être dans cet état en n'ayant pas à avoir bu, quoi. Et j'étais là, il me posait des questions, genre j'en voulais à la police, enfin des choses que moi, j'aurais jamais même pensé de moi-même, quoi. Pourquoi j'en vais à la police? Je le regarde, je dis, mais pourquoi vous voudrez à la police? Oui, enfin, peut-être que c'est vos habitudes. Enfin, tout était sous-entendu. Vous êtes noir, vous êtes sauvage. D'ailleurs, ils me l'ont dit. Il y en a un qui a dit, oui, vous pouvez être là en train de pleurer, voilà, de vous morfondre. Chez vous, vous êtes tellement sauvage que tu ne seras même pas encore en vie. On me posait des questions, je me retournais vers elle. Comme c'est une femme, je me disais, bon, non, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'aide. Elle était là. Enfin, on dirait qu'elle veut me noyer elle aussi. Je dis, mais c'est quoi? Ils veulent me transformer en brigante. Des questions, des choses que je pense même auxquelles je ne pense même pas. Ils veulent me faire dire que je fais ça et que je suis contre. J'ai dit, ils vont bientôt dire que je suis contre l'État, quoi. Non, mais je me suis défendue, j'ai répondu tant bien que mal. J'étais dans un tel état. Ils m'ont ramené là à l'hôpital, oui, oui, chez vous, vous êtes des sidéens chez vous, on ne sait pas, vu que tu as mordu le doigt de notre collègue, tu l'as contaminé. Dans la voiture, les deux qui m'ont amené pour la prise d'essence, c'était des petites blagues racistes, ils étaient vraiment morts de rire, quoi. C'est comme au départ, quand j'allais et que la dame m'insultait tout le long, ça les faisait rigoler aussi, c'était pareil. Il n'y a pas de compassion, il n'y a rien, quoi. C'est comme si, toi, tu es noir, ça y est, c'est un crime, quoi. Tu n'as aucun droit. Tu n'as pas droit au respect, tu n'as droit à rien, quoi. Ils m'ont fait des prélèvements, ça les a rassurés. Et là, je suis retournée en garde à vue. Le lendemain, il y a une dame PJ qui est arrivée. Et puis, elle fait ses papiers. Elle devrait apparemment me prendre en photo, les plaies, tout ça. Elle me dit, vous êtes dans un tel état, moi je ne vais pas vous prendre en photo, même pour vous, c'est pas bien, machin. Moi j'étais naïve, sur le coup, je croyais qu'elle était de mon côté, elle ne voulait pas me montrer comme ça, quoi. Mais c'est après j'ai compris qu'elle a voulu protéger sa collègue, en fait, parce qu'elle savait que ces photos-là, dans les dossiers, que si peut-être la procureure, elle voyait ça, ça allait peut-être l'interpeller, quoi. Mais elle n'a pas voulu mettre mes photos, elle n'a pas voulu me prendre en photo. Elle m'a dit d'aller me soigner, d'aller à la pharmacie acheter les nécessaires pour me soigner et que dans un mois, si j'étais cicatrisée, je venais la voir. En ce moment-là, elle me prenait en photo pour les jeunes à mon dossier. Et en plus, elle me dit, vous n'avez pas intérêt à fuir la France, à quitter les territoires français. Parce qu'elle m'a dit, moi, je vais envoyer tout à la procureure, elle va décider de vous poursuivre pour refus d'obtempérer
et agression sur détenteurs des machins. Elle me racontait des histoires. Tous les gens à qui j'ai demandé de l'aide, il y avait un journaliste qui était très intéressé. Je lui ai envoyé tous les documents, les photos. Il m'a dit, avant de faire paraître ça, je vais appeler la police pour avoir la version. Il les a appelés, il a eu la pression. Et comme c'est âgé, c'est tout petit, il m'a rappelé, il m'a dit, mais je vais vous dire une chose, ils sont vraiment embêtés par votre histoire. Mais en même temps, ils ne veulent pas que l'image de leur police soit salie. Parce que le responsable, leur grand chef a dit, ils sont embêtés dans le sens où vous êtes une femme, vous n'avez pas de précédent judiciaire, vous n'avez rien. Vous êtes une femme tranquille. Et de voir que ça vous est arrivé, lui, il m'a dit, moi, j'ai l'habitude de traiter avec la police, je ne veux pas qu'à cause de vous, que je sois en froid avec eux. Et pareil, lui, il m'a lâché. J'ai été voir des avocats, pareil. J'ai été tournée en bourrique la dernière fois. L'autre, il m'a remballé carrément, quoi. C'était comme de la merde. Non, moi, non. Et en plus, le maire d'Agen, il est au courant. Je lui ai envoyé tous les dossiers, mais tous les dossiers complets avec les photos et tout. Il a refusé de me recevoir. J'ai été reçue par un de ses conseillers. Ils m'ont dit, on va se renseigner et puis on vous tient au courant. Il n'y a jamais rien qui a été fait, quoi. Je suis prête à tout pour que la lumière soit faite sur ça, quoi. On a sali mon image. On a dit, ils ont fait paraître le lendemain sur Internet, là, comme quoi une femme noire agressive, elle a été contrôlée et tout de suite, elle s'est jetée sur la police. Mais qu'est-ce qu'ils ont à mettre des étiquettes comme ça sur... juste parce que tu es noire, tu es agressive, personne ne peut te dire bonjour, tu vas bouffer de la chair, je sais pas, quoi. Et toute la question, au-delà de mon agression à moi, toute la question, elle est raciale. Moi, je suis sûre et certaine. Moi, quand je suis passée dans ma voiture... Ils étaient là au bord, là, à double fil, machin. Si elle avait vu une blanche dans la voiture, c'est un samedi soir, tout le monde sait que dans la tradition française, les femmes, elles sortent, heureusement, elles font ce qu'elles veulent. Si elle avait vu une blanche passer dans la voiture, jamais elle m'aurait suivi, jamais elle m'aurait tabassé. Pour aller plus loin dans l'affaire, on a rencontré également la politologue Fatima Wassak, fondatrice du réseau Classe Jean Race ou encore du Front de mer avec Diariatou Kébé. Elle est surtout à l'origine du comité Justice pour Marie-Reine. Fatima Wassak est venue sur notre plateau évoquer sa présence aux côtés de Marie-Reine pour faire entendre son histoire et faire reconnaître les violences que cette dernière a subies. Regardez. J'ai été amenée à constituer ce comité de soutien à Marie-Reine pour réclamer justice et réparation suite à une formation que j'ai réalisée en tant que justement politologue et sur la question des discriminations que subissent les femmes issues de l'immigration. Et à cette occasion, une salariée d'un planning familial m'a contactée pour me dire, puisque vous parlez de violences policières, justement, il y a une femme qui est venue nous voir au planning familial et elle se plaint d'avoir subi des violences policières. Est-ce que je peux vous mettre en contact ? Donc voilà comment j'ai été amenée à être mise en contact avec Marie-Reine. Qu'est-ce qui vous a frappé dans le cas de Marie-Reine au point de justement vouloir constituer ce comité? Ce qui m'a frappé d'abord, c'est que Marie-Reine m'a envoyé les différents éléments après un petit échange téléphonique. Et là, j'ai reçu des photos, un certain nombre de photos vraiment extrêmement choquantes. Des photos d'un corps meurtri en sang, avec plein de bleus partout, des coups partout. Donc voilà, d'abord, ce sont des photos. Donc je me disais, c'est pas possible, comment elle a pu se faire ça, enfin voilà. Par ailleurs, une plainte aussi qu'elle m'a envoyée, une plainte qu'elle avait adressée l'année précédente à la procureure de la République d'Agen, où elle dénonçait des violences policières qui avaient été commises par la BAC d'Agen. Voilà. Et j'ai lu son témoignage et j'ai trouvé ça tellement choquant, et c'est d'autant plus qu'il s'agit d'une femme de 37-38 ans à l'époque, mère de famille, qui élève seule ses 3 enfants, dont 2 enfants en bas âge, qui n'a jamais eu aucun problème avec l'institution, quelle qu'elle soit, qui n'a jamais fraudé un ticket de bus, qui n'a jamais eu de PV. Enfin, vraiment, c'est la citoyenne parfaite, quoi, qui n'a aucun problème avec la justice, avec la police, etc. depuis qu'elle est en France, et ça fait longtemps qu'elle est installée en France. Voilà, qui est une bonne mère de famille, qui travaille, etc. Donc son profil ne correspond pas du tout au profil qu'on voit souvent médiatisé du jeune délinquant qui habite les quartiers
quartiers populaires, etc., etc. Là, il s'agit d'une femme, une bonne citoyenne et une bonne mère de famille, encore une fois. Et donc, évidemment, enfin, avec ces photos, ce témoignage-là, tout de suite, voilà, je l'ai rappelé, je lui ai dit qu'on allait s'entraider, qu'on allait constituer un comité de soutien et qu'elle allait avoir gain de cause par rapport à son affaire. Donc, on va revenir peut-être un peu plus sur la chronologie de l'histoire, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle a commencé et où elle en est maintenant. Là, on est en 2019, donc qu'est-ce qui maintenant va se passer pour elle. Mais avant ça, du coup, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que ça veut dire que d'une part, on médiatise des cas, on va dire, qui sont médiatisables selon ce que on veut pouvoir transmettre à un certain public, ou est-ce que ça veut dire aussi que les violences illégitimes, il suffit pas justement de rentrer dans le portrait robotype là que vous venez de définir pour pouvoir en être victime? Alors il y a deux choses. La première chose, effectivement, on a tendance à être à invisibiliser, en tout cas ne pas connaître les violences policières, illégitimes, policières en tout cas, que subissent notamment les femmes. Ça, c'est une chose. Et c'est vrai que moi-même, je ne connaissais pas l'ampleur du phénomène. C'est notamment l'avocat de Marie-Reine qui m'en a parlé, qui m'a dit que son expérience faisait que, voilà, il avait pu constater un certain nombre de cas où des femmes étaient victimes de violences policières. On a vu récemment également avec le mouvement des Gilets jaunes, que des femmes pouvaient être également victimes. Ça, c'est une chose, c'est vrai. La deuxième chose, quand même, et c'est important de le dire, c'est que l'essentiel, en France, des victimes de violences policières, et notamment des victimes, des morts de violences policières, ce sont les jeunes hommes noirs et arabes habitant les quartiers populaires. Voilà, ça, c'est un fait. C'est pas quelque chose qui est trop médiatisé, ça n'est même pas assez médiatisé en réalité. On ne dit pas assez à quel point les jeunes hommes noirs et arabes habitant les quartiers populaires sont une cible très importante pour les forces de l'ordre. En tout cas, il y a une douzaine de morts par an. Voilà. Maintenant, dans le cas de Marie-Reine, c'est vrai qu'elle ne correspond pas du tout. Elle ne correspond pas à ces cas qu'on a l'habitude de voir dans les médias. Reste que c'est une femme noire. Donc je pense qu'en fait, le point commun entre ces différentes affaires, c'est la question raciale. C'est le fait que ce n'est pas n'importe quelle femme qui a subi ces violences policières. Pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé donc lors de cette nuit du 30 avril au 1er mai 2016, Marie-Reine sort d'un dîner avec des amis, voilà, les seuls au volant. Elle n'a pas bu d'alcool, elle ne boit jamais d'alcool. Elle rentre chez elle tranquillement et elle est prise en chasse, vraiment prise en chasse par des individus. Elle essaie de les semer, elle commence un petit peu à paniquer. Elle finit par s'arrêter parce qu'elle n'a pas le choix. Et donc sortent 3 individus, une femme, 2 hommes. Et immédiatement, ils commencent à la sortir de la voiture et à la tabasser, à la passer à tabac de manière extrêmement violente. Ces violences sont accompagnées de propos sexistes, racistes, sale race. Ils la traitent, je le dis, de prostituée, de pute, de salope, etc., etc. Enfin, c'est vraiment très, 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 très violent. Et tout de suite, elle, évidemment, elle est dans un état de panique et de sidération. Elle essaie quand même de se défendre. Donc elle pense qu'elle a affaire à des malfrats, en fait, à ce moment-là, puisqu'elle ne sait pas qu'il s'agit de policiers. Elle finit, pour se défendre, par mordre un policier qui lui mettait la main sur la bouche. Et à ce moment-là seulement, elle comprend qu'il s'agit de policiers parce qu'ils appellent des collègues, parce que le policier qui a été mordu la soupçonne d'avoir le sida. Parce qu'il fait une association femme noire égale sida, et lui pose la question de savoir si elle a le sida. Elle, pensant qu'elle a affaire à des malfrats et voulant se défendre d'un éventuel viol, dit qu'effectivement elle a le sida, et c'est pour ça qu'ils appellent des renforts, et c'est pour ça qu'ils la conduisent au poste et à l'hôpital où ils lui imposent un test de dépistage du VIH. Après cette violence, ces violences physiques, verbales, par exemple dans la voiture, lorsqu'elle est accompagnée comme ça jusqu'au commissariat, donc on continue à l'insulter, à lui donner des coups. Sa robe a été relevée lorsqu'elle a subi toutes ces violences, et elle était menottée dans le dos, et elle demande à la policière, principale protagoniste quand même, c'est elle qui a donné l'essentiel des coups, elle lui demande si elle peut lui baisser sa robe qui était relevée jusqu'au nombril, par pudeur, en plus arrivant au commissariat, voyant qu'il y avait des jeunes hommes dans le commissariat, voilà. Et la policière a refusé, en lui disant, puisque tu as décidé
décidé de t'habiller comme ça, donc comme une pute. Voilà, tu restes comme ça. Et donc, elle a dû sortir et aller jusqu'au commissariat, les fesses à l'air, quoi. Donc voilà, tout ce qui lui a été imposé lors de cette nuit. Alors, c'est pas terminé parce qu'ensuite, donc elle a été mise en garde à vue. Donc, il y a eu ces différents tests. On lui a fait des tests d'alcoolémie 2 fois. Mais voilà, test négatif. L'avocate, commis d'office, on ne l'a pas trop écoutée. Enfin, voilà, elle l'a même invitée à dire que c'est parce qu'elle avait bu qu'il lui était arrivé tout ça. Enfin, bref, elle l'a pas du tout aidée. Ça arrive que des avocats ne fassent pas leur travail, surtout quand on les appelle certainement comme ça la nuit, etc. Et donc, voilà, ce qui s'est passé, elle a été comme ça libérée le lendemain après-midi. On n'a pas voulu la prendre en photo, noter, prendre en charge un peu ce qui lui était arrivé. On l'a renvoyée comme ça et en la menaçant même de poursuite. Ça, c'est une première série de violences assez horrible pour une femme qui, encore une fois, n'a rien à se reprocher. C'est une mère de famille qui rentre chez elle tranquillement le soir, qui attend des autorités d'être protégée et d'être mise en sécurité et qui voit les forces de l'ordre, au contraire, la violenter et l'agresser de manière totalement gratuite, avec, encore une fois, circonstances aggravantes qu'est le caractère raciste et sexiste de l'agression. Mais ça, c'est une chose. Ensuite, il y a toute une année qui s'est écoulée où Marie-Reine n'a pas du tout pu se faire entendre par rapport à ce qu'elle avait subi, notamment auprès des différentes institutions et notamment auprès de la justice. Est-ce qu'on peut revenir sur l'idée que quand elle est donc prise en chasse, donc elle ne sait pas qu'elle est prise en chasse par des personnes qui font partie de la police. Voilà. La BAC, plus précisément, complètement, elle est prise en chasse donc en voiture d'abord, donc on la pourchasse voilà, pendant plusieurs minutes, et effectivement, quand elle est violentée, agressée, tabassée, elle croit qu'elle a affaire, encore une fois, à des malfrats qui vont la voler, qui vont peut-être la violer, etc., etc. Et ce n'est que parce qu'elle a mordu l'un des policiers qu'elle a pu savoir qu'elle avait affaire à la BAC d'Agen, encore une fois, parce qu'il voulait s'assurer que cette femme n'avait pas le sida. Et en fait, ne le contaminait pas, enfin bref, voilà, avec, encore une fois, des préjugés racistes qui associent femmes noires au sida. Puisque la BAC, quand elle intervient en voiture banalisée. Oui, donc c'est aussi pour ça que totalement, elle a pu croire que... Et eux ne se sont jamais présentés comme faisant partie du corps de la police, en l'occurrence la BAC. Absolument pas, ils n'avaient pas de brassard, etc. Donc non, ils ne se sont pas présentés comme faisant partie de la BAC. D'ailleurs, je pense que vraiment, si elle n'avait pas mordu le policier, jamais elle n'aurait su qu'elle avait été agressée par des policiers. Jamais. Parce qu'encore une fois, Marie-Reine, c'est une citoyenne lambda qui pense que les forces de l'ordre sont là pour protéger les citoyens. Enfin, jusqu'à ses 38 ans, elle pensait qu'en France, la police protégeait les citoyens. Elle a eu du mal à se confronter à l'idée que si, il s'agissait de policiers. Et d'ailleurs, je pense que ça... Parce qu'après, évidemment, c'est un traumatisme énorme pour une femme qui a subi ces violences-là, de vivre dans la même ville que les policiers qui lui ont fait ça. C'est un traumatisme énorme. Et je pense que le fait que les agresseurs soient policiers aggrave encore en fait la violence psychique. C'est que voilà, elle n'a plus confiance en réalité quand elle se balade dans la ville, quand elle va travailler, quand elle va chercher ses enfants à l'école. Elle n'a plus confiance. Elle se dit que des policiers ont été capables de lui faire ça, donc elle n'a plus confiance du tout dans les institutions. Quand justement, puisqu'il a fallu constater qu'elle avait été blessée, du coup, il y a aussi, on l'a aussi empêchée finalement d'être examinée. Et donc, on a aussi profité du fait qu'elle n'avait jamais été en face de l'institution pour décaler en fait des examens, éventuellement des prises de vue qui auraient pu lui permettre justement de plus rapidement faire valoir qu'elle avait été blessée, notamment par la police. Effectivement, on lui a renvoyé le fait qu'il n'était pas nécessaire de la prendre en photo tout de suite, qu'il fallait d'abord qu'elle aille se soigner, et on l'a invitée à revenir le mois d'après. Voilà, on lui a dit ça, là elle avait affaire encore une fois à une policière, bon, elle a fait confiance en fait, la policière était plutôt gentille, elle s'est dit, bah oui, je vais aller me faire soigner, bon, et puis évidemment, étant donné les violences qu'elle venait de subir,
Elle s'est pas tout de suite dit, non, il faut tout de suite que j'insiste pour être prise en photo, etc. etc. Je dis ça, et en même temps, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le système judiciaire, quand même, c'est important d'insister sur le fait qu'elle ne s'est pas du tout laissée faire. Elle a vraiment essayé de faire toutes les démarches, malgré justement son manque de connaissances et des démarches juridiques à faire, et puis du système judiciaire en général. Elle a vraiment tout fait. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas trouvé d'avocat sur Agen et ses environs, avocat qui acceptait de l'accompagner. Elle a bien été reçue à quelques reprises par des avocats, donc ils l'ont reçue pour un premier rendez-vous. Mais à chaque fois, quand les avocats comprenaient qu'il s'agissait de l'État, en réalité, donc de la police, là, tout à coup, il donnait pas suite, en fait, à ce rendez-vous. Donc, elle a été obligée de prendre les choses en main toute seule, et elle a été obligée de porter plainte toute seule, parce qu'elle n'a pas trouvé d'avocat. Donc, elle a porté plainte, elle a fait la démarche de porter plainte auprès de la procureure de la République d'Agen. Donc voilà, en réalité, il s'agit quand même, là, pour le coup, de quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'elle a subi, malgré la violence de ce qu'elle a subi, elle a toujours tout fait pour obtenir justice. Elle ne s'est jamais laissée faire. Malgré le fait d'être isolée, parce que, alors, il y a les avocats, effectivement, alors il y a la police, bon. Les avocats, il y a les journalistes aussi, qu'elle a cherché à contacter. Alors, il y a eu un début d'enquête de la part d'un journaliste, inutile de donner le journal ici, mais qui a commencé un article et qui a appelé la police. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé quand il a appelé la police, mais en tout cas, il a ensuite rappelé Marie-Reine pour lui dire finalement je ne fais pas l'article, les pressions sont trop importantes. Il a avoué des pressions. Voilà, donc les journalistes non plus en réalité n'ont pas fait leur travail. Elle a contacté le défenseur des droits qui n'a pas répondu. Elle a contacté tout ce que Agen et ses environs comptent d'associations, de dispositifs de défense des droits des femmes, de dispositifs égalité femmes-hommes, dispositifs d'aide aux femmes en détresse. Voilà, elle a contacté tout ce petit monde-là. Personne ne lui a répondu. Ça, c'est important de le dire parce qu'il y a les violences qu'elle a subies, c'est une chose. Et ensuite, il y a aussi des défaillances, des dysfonctionnements. Bon, dysfonctionnement, c'est plutôt euphémisé, mais bon, gardons dysfonctionnement. Des dysfonctionnements de tous les dispositifs d'accompagnement des victimes, notamment de violences policières. C'est tout ce système-là, en réalité, qui a été violent pour Marie-Reine. Est-ce que ça veut dire que la BAC d'Agen agit en toute impunité? Et est-ce que vous savez si la BAC a agi sur d'autres citoyens et citoyennes que Marie-Reine de cette manière-là? Oui, parce que, alors pour revenir un peu sur les circonstances de notre rencontre avec Marie-Reine et puis sur ce qu'on a mis en place après, moi j'ai pris son témoignage et je l'ai mis sur les réseaux sociaux, en particulier sur la page Facebook du réseau Clash Jean Ras, et j'ai invité en fait les personnes qui avaient quelque chose à dire sur cette affaire-là à me contacter en message privé. Et là, il y a eu énormément de messages privés d'habitants et d'habitantes d'Agen qui déjà nous signalaient que la BAC d'Agen était surnommée les cow-boys de la nuit. Certaines personnes témoignaient de violences qu'elle-même avait subies de la part de la BAC d'Agen. Marie-Reine, lorsqu'elle a été à l'hôpital cette nuit-là, lorsqu'ils lui ont fait le test, une infirmière lui a dit que ce n'était pas la seule femme noire à qui ces violences étaient arrivées, que c'était toujours la même policière, qu'il s'agissait toujours de la même policière, etc. Donc, il ne s'agit pas d'un cas isolé, puisqu'il ne peut pas y avoir une telle impunité, parce que là, on a quand même affaire à des policiers qui traquent comme ça une femme dans la nuit, qui la tabasse, qui la ramène, qui la met en garde à vue, qui l'insulte, etc., etc. On a l'impression qu'il marche sur l'eau. Donc, évidemment qu'il y a un système qui existe en amont et qui protège en réalité la BAC d'Agen. La preuve, c'est que lorsque Marie-Reine a porté plainte auprès de la procureure de la République d'Agen, la procureure de la République, un an après, a classé sans suite, sans même avoir convoqué, entendu Marie-Reine. Elle a considéré que les faits n'étaient pas établis. Mais elle n'a pas convoqué, elle n'a pas entendu Marie-Reine. Comment elle sait si les faits sont établis ou pas? Elle parle même d'enquête. Elle dit l'enquête n'a pas abouti et on n'a pas pu constater qu'il y avait le début de quelque chose. Mais Marie-Reine n'a même pas été convoquée. Donc on voit bien que Marie-Reine a eu affaire à une procureure qui a classé sans suite et qui a mis en réalité la poussière sous le tapis. Et c'est parce que Marie-Reine n'a pas lâché l'affaire, encore une fois, j'insiste. On n'arrive pas aujourd'hui à une situation où Marie-Reine est défendue, où une enquête va être ouverte, etc., sans que Marie-Reine n'ait fait mille et mille démarches pour être entendue, parce que tout l'a poussée en réalité à rester isolée, parce qu'en réalité, la seule chose qui ait marché, par rapport à ce que Marie-Reine avait subi en termes de violence, la seule chose qui ait marché, ce sont les médicaments.
C'est-à-dire qu'on l'a renvoyée vers le fait qu'il fallait qu'elle se soigne, qu'elle prenne des médicaments, qu'elle prenne des antidépresseurs. Il y a même une psy qui lui a dit qu'elle avait pris un petit peu de poids à cause de toute cette histoire et qu'il fallait qu'elle retrouve la ligne pour se sentir mieux, qu'il fallait qu'elle oublie toutes ces histoires, qu'elle parte un petit peu en voyage, etc. Elle lui a par exemple proposé de repartir dans son pays. Ça va vous faire du bien, allez-y, en vacances, etc. Personne ne lui a dit si, il faut que tu obtiennes justice, c'est pas normal ce qui t'est arrivé. Donc, et Marie-Reine n'a pas lâché. Enfin, elle répète, parce que je parlais de son pays à l'instant, elle répète qu'elle est originaire du Burkina Faso, donc, et elle répète que c'est le pays des hommes intègres, et que vraiment, ils sont tombés sur un os avec elle. C'est l'expression qu'elle utilise souvent, que voilà, c'est quelqu'un qui ne lâche pas. Sa dignité a été atteinte, voilà, elle ira jusqu'au bout. Pour parler aussi du traitement médiatique de cette affaire, parce qu'il y a eu deux types de traitement. Il y a celui justement qui semblait refléter le fait que Marie-Reine serait en gros une personne instable, hystérique, donc qui peut laisser croire que c'est un vulgaire fait divers et qu'elle s'est opposée à des forces de l'ordre qui intervenaient justement. Et puis il y a eu un traitement, on va dire, un peu plus fouillé, des articles notamment dans l'Obs, écrits notamment par Elsa Vigoureux, ou encore, on en parlait dans Mediapart. Michel Deléan. Voilà. Où là, on avait un peu plus d'éléments sur justement cette affaire. Maintenant, presque 3 ans après l'affaire, est-ce qu'il y a toujours cette ressource-là qui est possible ? Est-ce que Marie-Reine peut encore parler, raconter son histoire, sachant que malheureusement, des faits de violence illégitimes sont légion. Au moment où on se parle, on est en plein dans l'affaire là qui touche, alors c'est pas le même type de contexte, mais 2 jeunes garçons qui ont été tués à Grenoble. Enfin, c'est pas le même contexte. Il s'agit, là encore, de la BAC. Il y a quand même une spécificité avec cette police-là. Oui, pour ce qui est du traitement médiatique, c'est la différence entre des journalistes qui enquêtent et des journalistes qui ne font que relayer la version policière. Il y a effectivement un article qui est paru le lendemain ou 2 jours après l'agression qu'a subie Marie-Reine, et le journaliste, dans une brève, parlait d'une femme hystérique de 40 ans, qui avait forcé un barrage de police, qui s'était jetée sur les policiers, qui était... Voilà. OK. Disons que Marie-Reine a forcé un barrage de police, a mordu les policiers. Bon, elle s'est réveillée à 40 ans, c'est-à-dire qu'elle s'est découverte à 40 ans cette agressivité à 2h du matin, en pleine nuit, elle a 2 enfants en bas âge, mais soit. Pourquoi elle a eu aucun PV, aucun retrait de point de permis, aucun ? Je veux dire, la police a été indulgente ? Elle a fait tout ça et on lui a dit c'est pas grave, rentre chez toi après la garde à vue. Même un point de permis n'a pas été retiré pour quelqu'un qui a forcé un barrage, qui roulait à pleine vitesse, etc., etc. Enfin, c'est ridicule. Cette version est totalement ridicule. Mais effectivement, c'était une version d'un journal local au lendemain de l'affaire. Les enquêtes qui ont été publiées, mais 1 an après. Donc en réalité, c'est 1 an après. Donc c'est pas tout de suite. L'accès aux médias n'était pas si simple que ça pour une personne victime du bras armé de l'État quand même. Ça peut faire peur en réalité, mais pas qu'à des journalistes, à des avocats, à des associations, y compris à des associations de défense des droits des femmes. Enfin voilà, il y a une peur aussi certainement à cause de l'impunité policière, c'est-à-dire qu'on se dit que finalement c'est une bataille qu'on ne gagnera pas. Il y a tellement d'affaires de violences policières qui n'aboutissent pas. Bon voilà, les affaires les plus connues, Ziad et Bouna, voilà, qui n'ont pas abouti, en tout cas qui n'ont pas abouti vers un semblant de justice et de réparation. Voilà, on attend de voir des années après ce qu'il va advenir de cette affaire Adama, Théo, les affaires Aliziri par exemple, Lamine Dieng, etc., où effectivement il y a eu une impunité policière. Donc je peux comprendre aussi un certain nombre d'acteurs qui se disent qu'ils ne vont pas aller s'engouffrer comme ça dans des affaires qui sont perdues d'avance. Finalement, celle qui n'a pas lâché, qui a cru jusqu'au bout, c'est Marie-Reine. Vous venez d'évoquer le fait que pas de PV, pas de point de retrait de points, rien du tout. On sait que quand on est victime de ces dites violences illégitimes, souvent, si on fait le mouvement de porter plainte, on peut se retrouver soumis à des représailles. Et donc, c'est des PV, c'est des outrages, voilà, qu'on peut facturer pour faire plier aussi. Du coup, Marie-Reine n'a pas eu à subir ce retour-là de bâton parce qu'elle a quand même voulu porter sa voix et laver son honneur et sa dignité. Ce qui a pu se passer, par exemple, c'est qu'elle était en conflit avec des voisins. Les voisins la harcelaient dans l'immeuble où elle vivait. Et à plusieurs reprises, elle a appelé la police, etc. Parce que vraiment, là, pour le coup, sa vie était en danger. Bon, la police n'intervenait pas.
C'était tu te débrouilles puisque tu veux faire la maline, tu te débrouilles. Donc voilà, c'était plus ce genre de choses-là. Ensuite, je pense que ce qui s'est passé fin 2017, lorsqu'on a médiatisé du coup son affaire et qu'on a créé ce comité de soutien, c'est que quelque part en fait Marie-Hélène était protégée par le fait que c'était médiatisé, par le fait qu'elle avait un avocat, un très bon avocat qui connaissait bien les affaires de violences policières, qui est très médiatisé lui-même, donc il s'agit d'Ari Halimi. Donc voilà, tout ça en fait quelque part protégeait Marie-Hélène, c'est-à-dire que évidemment si elle avait continué à être isolée, sans appui médiatique, etc., évidemment peut-être qu'elle serait devenue une cible si elle avait continué comme ça dans sa démarche juridique. Là, quelque part, ça l'a protégée. D'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi qu'on a tenu à ce que vraiment il y ait un comité de soutien, à organiser des réunions publiques, parce qu'on a organisé une réunion publique à Paris, à Bordeaux, à Toulouse aussi. Donc voilà, tout ça, en fait, a été mis en place pour la protéger là où elle habitait. Maintenant, la question que vous posiez sur son état psychique, alors évidemment, elle est toujours accompagnée. Elle a été suivie par un psy, elle l'est toujours. Je pense que beaucoup d'entre nous, hommes ou femmes, on ne se serait pas relevés de cette histoire, de cette nuit, qui est vraiment, ce qu'il y a de plus horrible, quoi, cauchemardesque. En tout cas, on n'aurait pas cherché forcément à porter plainte, à essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc., etc. Je pense que vraiment, il y aurait eu un repli sur soi, tellement isolé. Parce qu'il faut voir, Agen, c'est pas la région parisienne. Le tissu associatif est pas très important, etc., etc. Donc, et puis voilà, une femme noire à Agen quand même. Hein, c'est pas, il n'y a pas une communauté comme ça de personnes issues d'immigration africaine importante à Agen, évidemment. Donc beaucoup, je pense, ne se seraient pas relevés. Elle s'est relevée. Alors, ça lui coûte beaucoup, psychiquement. Ça a été très, très difficile pour elle. Elle a fait une tentative de suicide, par exemple. Maintenant, elle tient bon, notamment pour ses enfants. Parce que c'est ça qui est compliqué aussi, hein, c'est de faire des démarches judiciaires avec toute l'énergie que ça demande, le stress que ça demande, le fait, par exemple, de se voir renvoyer la responsabilité de ce qui nous est arrivé. Par exemple, il se trouve que Marie-Hélène a été victime. À un moment donné, on l'a renvoyée vers l'idée qu'elle était, elle, responsable, elle, coupable dans cette affaire. Et donc, voilà, c'est très compliqué. Enfin, je pense qu'on n'imagine pas le stress, l'angoisse que ça peut être de ne pas être reconnu dans ce qu'on a subi. Par exemple, de recevoir comme ça un courrier de la procureure de la République qui classe sans suite sans même avoir entendu ce qu'on avait à dire. Enfin, on n'imagine pas ce que c'est. C'est-à-dire de faire des cauchemars, d'avoir du mal à se relever, d'avoir du mal à aller travailler, d'avoir du mal à s'occuper de ses enfants, d'avoir du mal à être souriante, heureuse, parce que c'est ça qui lui arrivait. Elle me disait, j'avais plus goût à rien en fait. Or, elle a des enfants en bas âge, il fallait bien quand même continuer à s'en occuper et recevoir comme ça un courrier où on dit, non, on classe sans suite et on ne vous entend même pas. Donc, et malgré ça, quand même, à chaque fois, elle continue. Enfin, elle a une force incroyable. Et c'est ça qui est particulier dans cette affaire, je pense. C'est la force de Marie-Hélène. C'est que, certainement qu'il y a d'autres affaires comme ça, on ne le sait pas. Parce que je pense que beaucoup de victimes se taisent. Elles sont tellement dissuadées, il y a tellement de rouages dans le système qui poussent à l'isolement, qui poussent au silence, en fait, que certainement on n'est pas au courant de tout ce qui se passe, de toutes les affaires et de toutes les victimes qui ont subi ça. Elle, si on est au courant aujourd'hui, on le doit à sa force et à son courage et au fait qu'elle ne lâche pas l'affaire. Est-ce que le fait qu'on parle rarement des violences policières faites aux femmes, c'est un manque de possibilité de le faire? Est-ce que c'est, en gros, pourquoi il y a ce silence et ce tabou? Et est-ce que finalement le cas de Marie-Hélène, c'est pas aussi l'opportunité de dire ça peut nous arriver, ça peut arriver malheureusement à vous, à moi? C'est une forme aussi d'assignation à résidence. Tout à coup, il y a 3 policiers qui sont dans la rue et qui voient sortir d'une maison une jeune femme noire qui sort de soirée, qui est apprêtée, qui est coquette, etc., etc. Et finalement, les violences qu'elle a subies, donc je rappelle, avec des propos sexistes, des injures sexistes et des injures racistes, c'est pour lui dire « tu n'as pas à circuler dans la rue à 2h du matin habillée comme ça. Tu n'as pas le droit d'exister dans la rue à 2h du matin dehors. » Voilà, donc c'est aussi une forme d'assignation à résidence. Il faut faire un parallèle aujourd'hui avec les Gilets jaunes pour ce qui concerne les violences policières. Les Gilets jaunes manifestent.
Les Gilets jaunes manifestent, revendiquent. Alors, ils sont contre l'ISF, ils sont contre les taxes, ils sont pour une meilleure répartition des richesses, etc. Ils ont des mots d'ordre. Là, pour ce qui concerne Marie-Reine, ou pour ce qui concerne Ziad Ebouna, pour ce qui concerne Théo, Adama, etc., il n'y a pas de revendication particulière. Ils ne sont pas tabassés, frappés, tués parce qu'ils ont des revendications particulières. Non, ils existent simplement dans la rue. Enfin, ils sont tabassés parce qu'ils existent. Voilà. Et je pense que c'est ça le point commun avec Marie-Reine. Alors évidemment, il y a moins de circulation, on va dire, dans les quartiers populaires de jeunes femmes noires et arabes. C'est un fait, je pense on pourrait même le chiffrer. Peut-être que ça explique pourquoi elles sont moins contrôlées et pourquoi elles sont moins violentées. Maintenant, le problème, je pense, est commun. Une assignation à résidence, une remise en question de la légitimité à exister dans ce pays en tant que citoyen, en tant que citoyenne. C'est pas un scoop, hein. Il y a un continuum colonial entre la gestion qu'avaient les pouvoirs publics français de la population indigène et aujourd'hui la gestion, on va dire, de la population qui vit dans les quartiers populaires. Mathieu Rigousse, donc dans l'ennemi de l'intérieur, avait fait un travail de terrain, de militant, etc. Il a surtout fait un travail de recherche historique. Il a beaucoup été dans les archives, etc. pour montrer justement, pour faire comme ça une analyse comparée, une mise en parallèle entre ces deux périodes, et puis justement pour montrer qu'il y avait ce continuum. Donc ça, c'est évidemment important de le dire, sinon on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi certaines sont plus ciblées que d'autres, et on ne comprend pas quelle est la fonction de tout ça. On peut avoir l'impression comme ça qu'il s'agit de violences gratuites et qu'il s'agit de brebis galeuses dans la police. Il y a un très bon sketch là que j'ai vu de Chris Rock, qui est un humoriste états-unien, afro-américain, qui parlait des brebis galeuses. Et il répondait, mais il s'agit de morts. Les brebis, c'est gentil. Enfin, je veux dire, pourquoi... Non, ce sont des assassins, en fait. Pourquoi parler de brebis galeuses on imagine mal Air France venir et dire, parmi les pilotes, il y en a 2-3 qui ont tué, et qui ont écrasé comme ça leur avion contre des montagnes. Il s'agit de brebis galeuses. Non, enfin, je veux dire, pourquoi on parle de brebis galeuses quand il s'agit de la police ? C'est un problème qui est évidemment structurel. Donc par rapport à cette mise en perspective historique, et encore une fois, faire la distinction entre les personnes qui sont violentées, agressées, etc. par la police parce qu'elles manifestent, et parce qu'elles revendiquent des choses, et des personnes qui sont prises à partie, qui sont agressées, qui sont contrôlées de manière violente, et en tout cas de manière raciste, uniquement par rapport à leur couleur de peau. Voilà, et c'est ce problème-là qui est structurel qu'on devrait aborder, et pas simplement considérer qu'il s'agit encore une fois, de dysfonctionnement ou de bavure, etc. Il faut vraiment avoir une mise en perspective plus globale. Donc Marie-Reine, ça fait donc 3 ans depuis cette terrible nuit. Donc il y a une action en justice. Qu'est-ce qui se passe là et comment on peut suivre, en tout cas, qu'est-ce qui se passe pour elle judiciairement ? Où en est l'affaire ? Alors, son avocat, donc Maître Ari Halimi, a déposé plainte pour elle il y a un peu plus d'1 an maintenant, avec constitution de partie civile, auprès du doyen des juges d'instruction, donc ce qui a pour avantage de déclencher automatiquement une enquête. Alors automatiquement, ça ne veut pas dire rapidement, malheureusement. Le système judiciaire en France est très 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 long. Je pense que ça participe aussi de cette violence en fait de la part de la justice, de forcer comme ça les victimes à attendre, parce que toute cette attente-là, c'est autant d'angoisse. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une enquête qui est ouverte. Marie-Reine, et c'est son avocat qui l'en a informé très très récemment, va certainement être convoqué par la juge d'instruction au mois de mars. Donc ce mois-ci, et on en saura plus. Nous, ce qu'on demande, ce qu'on exige, c'est une enquête qui serait impartiale. Et c'est pas gagné, et la deuxième chose qu'on demande, ce sont des sanctions exemplaires, parce qu'il s'agit de forces de l'ordre, et parce qu'il y a des circonstances aggravantes que sont ces injures à caractère raciste et sexiste. Donc des sanctions exemplaires pour mettre fin à l'impunité dont peut bénéficier la BAC d'Agen, la BAC en général peut-être, et la police, la gendarmerie en général en France.